Le calme est revenu à Bamako, mais il est trompeur. Le Mali traverse une crise inédite depuis mars 2012. Ce week-end, des attaques coordonnées d'une ampleur exceptionnelle ont visé plus d'une douzaine de sites stratégiques. Les djihadistes du Djinim liés à Al-Qaïda ont pour la première fois agi de concert avec le Front de libération de l'Azawad. Bilan, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, tué, le chef de renseignement blessé, la ville de Kidal au nord est passée sous contrôle rebelle et le chef de la junte, Assimi Goïta, ne donne pas signe de vie. Bonjour Anna Sylvestre Trainer. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes journaliste et chef du service Afrique du Monde. On lisait hier que le calme est revenu à Bamako. Pour autant, la situation est-elle revenue à la normale? Absolument pas. Effectivement, alors hier, le calme, un certain calme était revenu, c'est-à-dire qu'on n'entendait pas de tirs. Cela dit, dans la nuit, du côté de l'aéroport, c'est-à-dire d'une petite localité qui s'appelle Sénou, il y a eu de fortes détonations qui ont été brèves, mais cela prouve bien qu'il y a encore à certains points aux alentours de la capitale des crispations. Et plus généralement, rien n'est redevenu normal, si on peut parler de normalité au Mali, qui est un pays en guerre Mhm. depuis déjà des années. Vous le disiez, une partie du Nord est désormais sous contrôle de cette alliance, donc d'un côté du JNIM, qui est un groupe djihadiste, qui est la franchise d'Al-Qaïda au Maghreb, et puis d'autre côté d'indépendantistes Touareg, le FLA, avec Kidal, cette ville symbolique qui est tombée. Mais hier soir, a priori, on nous disait que d'autres villes un peu plus petites, Tessalit, Tessit, étaient tombées également, à voir s'ils vont continuer à avancer. Et puis au sud, un pouvoir politique qui est franchement abîmé et en partie absent. On se demande bien ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours. Bon, c'est une offensive djihadiste et c'est globalement dans cette région-là à une offensive djihadiste à laquelle on assiste. Oui, c'est clairement une offensive djihadiste. C'est le JNIM, ce mouvement qui est à la manœuvre, qui est à l'offensive. Ils ont attaqué de nombreuses villes en même temps samedi. C'était une attaque vraiment extrêmement impressionnante, hein. C'est pas tout à fait nouveau le fait qu'ils soient à l'offensive au Mali, c'est même pas du tout nouveau. Auparavant, ils tenaient le nord, peu à peu, on les a vus descendre vers le centre, le sud, ça c'est ces dernières années. Et puis ces derniers mois, tous les spécialistes, toutes les personnes qui travaillent sur le Mali vous disaient: bon, il va se passer quelque chose d'ampleur. Ils ont pendant des mois fait des blocus sur le carburant, étouffant la capitale. Faut imaginer qu'à Bamako, sans carburant, évidemment, on a du mal à faire rouler les voitures, d'accord, mais on a également du mal à avoir de l'électricité, puisque le carburant, il sert aussi à faire tourner les générateurs dans ces pays-là. Donc la capitale était asphyxiée. Ils ont dû, dans un deal, dans une négociation, libérer des centaines de combattants djihadistes pour faire revenir du carburant. Donc la situation était déjà extrêmement compliquée et on sentait que ce mouvement, le JNIM, ne cessait de prendre de l'importance. Là, ce qui est nouveau, c'est que par ailleurs, ils affichent leur alliance, leur proximité en tout cas de circonstance, avec le FLA, qui lui est un mouvement indépendantiste touareg. C'est pas tout à fait la même chose. Justement, comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ce succès des djihadistes? Qu'est-ce qui explique dans la société malienne le fait que ceux-ci prennent de plus en plus d'ampleur? Alors, en fait, ils prennent pas forcément plus d'ampleur dans la société malienne. D'ailleurs, c'est assez difficile de savoir quelle est la réaction de ce qu'on Mhm. appelle l'opinion publique. Oui. Il y a pas tellement de sondages. Et puis, il y a pas tellement de réactions quand des hommes en armes entrent dans les villes, hein. On n'a pas vu d'explosion de joie pour accueillir les combattants du JNIM, ni à Bamako, ni dans les localités du Nord. Les gens, globalement, sont terrés chez eux et attendent de voir ce qui va se passer, hein. C'est plutôt ça. Donc, l'opinion publique, on a du mal à savoir exactement ce qu'elle pense au Mali. En revanche, ce qu'on peut clairement dire, c'est que le JNIM a aguerri sa stratégie depuis des années, hein. Le JNIM, son ancêtre, c'est AQMI, hein, que combattait la France quand elle a envoyé des milliers de soldats. Depuis, ils n'ont cessé d'aguerrir leurs capacités. Alors, c'est un mouvement de guérilla difficile à combattre, mais par ailleurs, ils s'enrichissent. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, ils avaient pris en otage un riche un émirien qui avait été libéré contre une rançon de 50 millions d'euros.
Bon, bah, ça fait un peu d'argent pour derrière aller acheter des armes, et cetera. C'était un exemple, marquant, mais des exemples comme cela, il y en a beaucoup. Bon, la junte est évidemment fragilisée par ce qui est en train de se dérouler. Extrêmement fragilisée. Alors, d'abord, elle a perdu un homme, clé qui s'appelle Sadio Camara, c'était son ministre de la Défense. C'était le numéro 2 de cette junte, un homme extrêmement important d'abord parce qu'il tenait l'armée, il tenait les militaires dans un pays habitué aux coups d'État militaires, mais il était aussi l'homme qui croyait aux Russes, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire qui a fait venir les Russes d'abord de Wagner, devenus depuis Afrika Korps. Il y a à peu près 2000 mercenaires russes qui combattent aux côtés de l'armée malienne en ce moment. Et c'est Sadio Camara, qui est un homme qui a été formé en Russie, qui les a fait venir et qui était le point clé, le point de liaison. Cet homme-là est mort. Le numéro 3 de la junte, Modibo Koné, extrêmement blessé, certains le disent mort. Et puis il y a donc Assimi Goïta, le chef de cette junte, qui est absolument invisible depuis samedi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, pour le maintien au pouvoir de cette junte, puisqu'elle va chercher évidemment à se maintenir au pouvoir? À ce stade, tout est ouvert. Hier soir, le Premier ministre malien a pris la parole pour tenter de rassurer, pour dire que le gouvernement était là, était aux manettes et au travail. D'après les différentes sources qu'on a pu contacter, nous, ces derniers jours, voire ces dernières heures, il n'est pas exclu que Assimi Goïta soit évincé. Alors, deux options dans ce cas-là. Il pourrait être évincé par des hauts militaires avec lesquels il dirigeait déjà, une sorte de révolution de palais ou de remaniement au sein de la junte. Bon, ça serait une option. Deuxième option, que d'autres militaires décident de prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, on assisterait à un nouveau coup d'État au Mali. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pays est extrêmement déstabilisé. Sans base politique, puisque donc, de part et d'autre, justement, qu'est-ce que l'on peut avoir comme motivation en dehors de la conquête et de la conservation du pouvoir, Anna Sylvestre Trainer? Alors sans base politique de façon générale, parce que c'est un pouvoir militaire qui a pris soin de faire en sorte qu'il n'y ait plus tellement de politique dans ce pays, hein. Globalement, les personnalités politiques maliennes, pour certaines, elles sont en prison. Les autres, elles sont à l'étranger et elles font attention à se taire. Bon, cela dit, il y a une coordination là, de personnalités politiques qui ont pris la parole, qui ont commencé à dire qu'il fallait la fin de ce pouvoir militaire, puisque il avait sensiblement échoué à ramener la sécurité. C'était sa promesse à l'origine. On regarde assez précisément un personnage qui s'appelle l'imam Mahmoud Dicko, qui est un imam influent, qui est une personnalité politique extrêmement influente, qui est désormais un opposant, un des premiers opposants à cette junte, et qui est réfugié en Algérie. C'est donc une pièce maîtresse aussi de l'Algérie dans cette affaire. Pourquoi en Voilà. Algérie? Pourquoi l'Algérie? Parce que l'Algérie le protège. L'Algérie, Mais historiquement... à quoi joue l'Algérie? Ouais, à quoi joue l'Algérie historiquement? L'Algérie a une forte influence sur son sud, et notamment regarde de très très près ces mouvements djihadistes. L'Algérie, jusque-là, n'a pas tellement de problème avec le fait que le JNIM opère au Mali. Son problème, c'est qu'il n'opère pas chez elle. Et donc, on sait qu'elle accueille, voire qu'elle protège un certain nombre de responsables djihadistes. C'est le premier d'entre eux, il s'appelle Iyad Agrali, c'est le patron du JNIM. Et voilà, tous les services de renseignement occidentaux disent assez clairement que lorsqu'il a des petits soucis, etc., il passe la frontière. C'est un jeu assez dangereux, non? C'est un jeu effectivement assez dangereux, puisque l'Algérie, certes, n'a pas se dit que les terroristes, ces djihadistes, s'occupent ailleurs que chez elle, mais bon, cet ailleurs est quand même très très proche de ses frontières. Bon, et plus généralement, est-ce que l'on peut se dire que on assiste aujourd'hui à une offensive djihadiste en Afrique, puisque c'est ça en fait que l'on retient, alors qu'auparavant elle était située dans d'autres régions. Désormais, c'est là que ça se passe. Le je vais le citer, ça fait un peu étrange, mais Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, il y a quelques mois, avait déclaré que l'Afrique était désormais l'épicentre du djihadisme mondial. Je pense qu'il a raison.
effectivement, aujourd'hui, ces mouvements djihadistes, sont extrêmement puissants au Sahel, mais pas uniquement au Sahel, hein. On peut regarder le Mozambique, on peut regarder le Nigeria, et en tout cas, si on revient, au Mali, ils ont la volonté d'établir un pouvoir islamique fort, c'est-à-dire de mettre en place la charia. Ils le disent clairement et d'ailleurs dans certaines régions du Mali qu'ils tiennent déjà, c'est déjà ce qui est en place. Donc c'est leur projet politique et ils ne sont pas très, très loin de pouvoir, y parvenir. Cela dit, ce sont à ce stade des mouvements djihadistes qui n'ont pas, en tout cas qui n'ont jamais dit qu'ils avaient une volonté de se projeter hors de ces frontières-là, C'est c'est-à-dire possible notamment d'être un en Europe. djihadiste sans volonté de projection, si j'ose dire? Bah, la volonté de projection, elle existe, c'est-à-dire que, ils n'ont cessé de gagner du terrain, mais de gagner du terrain dans cette zone-là. Quand on regarde les communiqués du GNIM, et ils communiquent énormément, à aucun moment, ils ont dit qu'ils allaient viser des intérêts ailleurs, en Europe ou d'ailleurs, sur d'autres continents. Moi, je pensais que le djihadisme était expansionniste par nature. Alors, sinon, donc dans le monde entier, en tout cas pour l'Afrique, comment eux voient-ils leur action? Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour la suite, Anna Sylvestre-Renner? Pour la suite, nous, on a tendance à penser qu'ils vont malgré tout rester, sur ce terrain-là, qui est pas un terrain extrêmement simple pour eux, quand bien même ils parviennent à avancer. L'offensive là, à laquelle on a assisté samedi est quand même relativement neuve. Auparavant, ils ne s'attaquaient qu'aux zones rurales, maintenant ce sont les villes et c'est une autre affaire pour eux. C'est-à-dire que, c'est un mouvement, hier, je voyais un Malien qui me disait: oui, bon, d'accord, ce sont des centaines d'hommes à moto, en kalachnikov et en tongs, mais c'est quand même autre chose d'administrer un pays. Je crois que c'est un peu vrai. C'est évidemment une caricature, mais c'est un peu vrai. Ce sont des essaims d'hommes en moto, en 125, qui débarquent en tongs et armés. D'ici à réussir à prendre le pouvoir à Bamako, à mettre des hommes un peu nombreux à des ministères et à administrer un pays, c'est autre chose. Et il n'est pas certain qu'ils en aient ni la capacité, ni donc l'envie. Sans compter qu'ils ont pour adversaire non seulement l'armée malienne, mais aussi d'autres groupes, dont l'État islamique, qui est également dans la région et contre lequel ils se battent. Merci beaucoup, Anna Sylvestre-Renner, journaliste, chef du service Afrique du journal Le Monde. Dans quelques